canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonsoir ou bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. 2 dates à retenir. C'est dans quelques jours d'ailleurs. C'est le 11 mai 2022 à 19h30. À partir de 19h30, la machine du Moulin Rouge, il va y avoir l'enregistrement d'un podcast, et pas n'importe lequel, le podcast de cette revue de cinéma que j'aime particulièrement, qui s'appelle Sorociné. C'est un podcast où on va parler de American Honey, le film d'Andrea Arnold. Et puis surtout, il va y avoir la soirée de lancement du numéro 2 de la revue papier. L'autre date, 2 jours après, c'est le 13 mai. C'est le ciné-club de Sorociné qui s'appelle Soro Ciné Club, où à 20h au cinéma Saint-André-des-Arts, qui est un cinéma extraordinaire, où sera projeté Les filles du Docteur March, mais l'adaptation vue, corrigée, et une très belle adaptation d'ailleurs de l'actrice et réalisatrice Greta Gerwig. Le point commun, c'est la revue Sorociné. J'avais très envie d'en parler depuis très longtemps et Pauline Mallet et Amandine Dallomo ont accepté de venir en parler. Merci beaucoup. Caution très simple. Comment allez-vous ? Eh ben, très bien. Moi, je suis vraiment ravie de cette invitation. C'est un vrai plaisir. Moi, je vous suis depuis un petit moment et je trouve que c'est vraiment une très belle émission qui permet d'aborder la cinéphilie un peu autrement. Donc, moi, je suis ravie d'être là. Donc, merci beaucoup. Pareil, je suis vraiment ravie de pouvoir participer à la conversation parce que j'aime aussi l'émission. Je trouve qu'il y a un chouette panel et des personnes hyper intéressantes qui passent au micro et du coup, ravie aussi de pouvoir participer à cette conversation. Merci à vous. Je vais quand même faire les présentations, c'est très important. Pauline Mallet, vous êtes créatrice et animatrice du podcast Sorociné. Vous êtes rédactrice en chef de la revue et critique de cinéma indépendante et vous êtes aussi sélectionneuse au comité de sélection de la semaine de la critique. Une petite question, ça va? Tout se passe bien là, à quelques jours de la semaine? Oui, très bien. Un peu la pression, comme à chaque festival de Cannes, où forcément on révèle notre sélection sur laquelle on a travaillé depuis le début d'année, même la fin d'année dernière. Donc voilà, on a une magnifique sélection et j'espère que les festivaliers et la critique aimera les films qu'on a souhaité mettre en avant. Je tiens aussi à dire que c'est la première année d'Ava Cahen en tant que déléguée générale, donc j'ai une grosse pensée pour elle qui va vivre une année probablement extraordinaire. Et d'ailleurs, Ava Cahen a accepté une interview dans quelques jours chez Microciné où on va parler effectivement de la programmation de la semaine qui avec la quinzaine, me concernant, et l'acide aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des sélections assez importantes. Amandine Dallomo, vous êtes vice-présidente de Sorociné, vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue et vous êtes rédactrice en chef adjointe pour Le Bleu du Miroir. Alors, il y a eu plein de petits changements. Alors, il y a eu des petits changements entre-temps. Je ne suis plus rédactrice en chef adjointe du Bleu du Miroir que j'ai quitté l'année dernière pour être directrice de la publication de Sorociné, ce qui me demande beaucoup de boulot. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. Avant qu'on se lance dans tout cela, il y a une question que je pose très souvent à mes invités, c'est la question de l'image marquante, juste pour savoir par curiosité d'où vous venez cinématographiquement. Est-ce qu'il y aurait comme ça une image, un film, un extrait de film, ça peut même être quelque chose que vous auriez vécu dans votre quotidien, une musique ou je ne sais quoi, une peinture, mais qui a un lien peut-être avec le rapport que vous entretenez aujourd'hui à l'image, sous toutes ses formes. Est-ce qu'il y aurait comme ça une image marquante ? Alors, moi, en y réfléchissant, en fait, c'est assez particulier parce que c'est plutôt une non-image, en fait, ou plutôt une image que j'ai fantasmée pendant très longtemps. Aussi loin que je me souvienne, parce que je ne vais pas faire le topo de je regardais des films depuis que je suis petite, donc je suis cinéphile. Mais par contre, il y a vraiment une image qui m'a beaucoup marquée. C'est que quand je devais avoir, je ne sais pas, 4, 5 ans, 6 ans, bref, je ne sais plus. Je suis entrée dans la chambre de mon oncle qui regardait un film sur son écran et c'était Scream. Et ça a été un énorme traumatisme parce que je suis arrivée à une scène d'exécution. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que je l'ai vu avec des yeux d'enfant. Et donc, du coup, je l'ai totalement fantasmé et ça a été vraiment un traumatisme pendant des années. Et je pense que ça a vraiment construit quelque chose de mon rapport au cinéma, c'est-à-dire que ça s'est établi sur une forme de transgression. Et moi, je pense que le cinéma que j'aime est un cinéma qui est transgressif, pas parce que
C'est quelque chose, comment dire, c'est pas être poseur de dire que j'aime la transgression parce que voilà, j'ai envie de montrer que j'aime les choses qui ne sont pas comme les autres. C'est pas le cas, mais c'est que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de la transgression. Même je pense que ma cinéphilie, donc moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, donc moi, j'ai vraiment construit mon rapport au cinéma avec ce que je pouvais regarder, et puis surtout à travers deux choses. La première, c'était les forums Allociné, quand c'était la grande époque des forums Allociné, donc j'avais, je sais pas, 10-12 ans. Et en fait, ça a été un peu une porte d'entrée vers un cinéma, je vais pas dire underground, mais en tout cas une autre forme de cinéma qui n'était pas forcément celle qu'on retrouvait dans les revues de cinéma, qui était par exemple, c'est là où j'ai découvert ce qu'était un snuff movie, c'est là que j'ai découvert ce qu'était le Dogma 95, etc. Donc vraiment, je pense que tout s'est établi autour de cette transgression, et aujourd'hui, je le retrouve parce que moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est le cinéma expérimental, c'est le cinéma qui s'affranchit en fait des normes. Et donc voilà, je pense que vraiment, si je devais retenir une image, ce serait cette non-image qui m'a travaillé pendant des années, celle de Scream, que j'ai revue d'ailleurs assez tardivement, et ça m'a fait beaucoup rire parce que le film était très très loin de ce que j'avais pu imaginer pendant des années. Donc moi, je pense que ça serait celle-ci, cette image. Moi, il y a une vraie image. J'ai de la chance en fait d'avoir eu des parents qui n'étaient pas cinéphiles et qui du coup m'ont laissé regarder à peu près tout ce qui me tombait sous la main, et c'était l'époque des vidéoclubs ou même d'aller chez les tatas et les tontons récupérer voilà, des VHS. Et après, l'image de cinéma dont je parle beaucoup et qui voilà, me vient forcément en tête et qui me procure une émotion qui est quasi indescriptible, c'est celle du Titanic, le film de James Cameron qui très tôt en fait m'a fascinée, mais par tous les aspects. C'est autant par l'aspect qu'est-ce que le cinéma peut faire. Évidemment que je ne formulais pas de cette manière, mais je me souviendrai toujours de ce plan du paquebot énorme, alors même que nos télés étaient beaucoup plus petites à l'époque que celles qu'on a actuellement. Et vraiment, d'aussi loin que je me souvienne, le film me fascinait par, même pas par ce qu'il racontait, parce que j'en avais pas tout à fait conscience quand je l'ai revu il y a quelques années, après une longue absence dans mon champ visuel. Je n'avais pas du tout conscience de la multitude de sujets que le film peut aborder. Mais en tout cas, j'étais déjà fascinée par cette image grandiose et cette manière de pouvoir reconstituer. Je me souviens très vite avoir regardé les bonus, voilà. Et ça, c'est vraiment une image qui m'a traversée, qui m'a conduite par la suite à faire des études de cinéma, même si je l'avais pas évidemment pas conscientisé. Et j'aime aussi à dire que c'est de toute façon aussi ce film qui m'a donné aussi l'envie d'analyser les films, d'en parler, de d'écrire, de déconstruire aussi les images. Donc ouais, c'est cette image. Alors c'est très très drôle et très troublant parce que si je me trompe pas, si j'ai encore une bonne mémoire, il y a Titanic c'est 97 et Scream je crois que c'est 98 ou 87. Bon, il faudrait vérifier. Voilà. Mais c'est très drôle parce que c'est quand même deux cinéastes importants. Il y en a un, il y a James Cameron et puis il y a le regretté Wes Craven, deux cinéastes artisans aussi. Parce que quand on voit leurs films, il y en a un quand même qui c'est l'école, c'est l'écurie Roger Corman. Enfin, quand on voit leurs films, peut-être pas Avatar, mais les premiers films, que ce soit Craven ou Cameron, on a j'ai cette impression, j'ai toujours eu cette sensation d'avoir en face de moi une forme d'artisanat. C'est-à-dire que c'est comme si on récupérait l'essence même de ce que pourrait être le cinéma, donc quelque chose de très bricolé. Et c'est très drôle. Enfin, est-ce que ensuite, plus tard, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que le cinéma qui vous sensibilise un peu, est-ce que ce serait ce genre de cinéma-là, quelque chose, on a cette impression de revenir à l'essence même du cinéma, quoi, c'est une forme artisanale. Est-ce qu'il y a de cela ou ça n'a rien à voir? Je sais pas trop, parce que je dirais pas qu'aujourd'hui, le film, ou les films en tout cas que j'aime, sont... alors, est-ce qu'il y a vraiment des films comparables à Titanic, mais dans l'idée d'un blockbuster, d'un film multigenre qui peut raconter en fait une grande histoire, enfin une petite histoire dans une énorme histoire. Je suis pas certaine. Aujourd'hui, je suis quasi insensible au cinéma blockbuster et
de grandes, voilà, avec un box-office énorme, etc. J'en suis presque devenue insensible, même si on n'est jamais à l'abri, voilà, d'un coup de cœur. D'ailleurs, je dirais même pas que j'ai un amour pour un type de film en particulier. Mais en tout cas, l'idée même d'un film qui renvoie en fait à la magie du cinéma et de effectivement sa fabrication, de l'émotion qui peut y avoir. C'est évident, enfin, même en tant que critique, même en tant que sélectionneuse, et ces deux manières de voir des films qui sont totalement différentes. Pour moi, l'idée, enfin l'aspect principal lorsque je vois un film, c'est l'émotion qu'il peut me procurer. Et ça, je pense que c'est devenu indissociable en fait. Si un film est très bon, et là c'est un terme un peu trop voilà, fermé, mais dans l'idée d'un film très bon qui a des qualités scénaristiques, artistiques en général, si jamais il ne me procure rien, c'est peut-être un très bon film, mais j'en serais pas bouleversée en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui reste en fait, et ça reste parce que enfant on a une image ou une non-image comme le disait Amandine, et ça en devient une fascination en fait, et cette fascination elle nous transporte encore, malgré le fait qu'on ait vu les films de d'autres manières. Mais du coup, moi, je pense que vraiment cette forme d'artisanat, moi, elle me reste encore dans le cinéma que j'aime. Je suis un peu comme Pauline, et je suis assez éclectique sur ce que je regarde, mais je pense vraiment que moi, je suis très attirée par la matière au cinéma. J'aime bien quand les choses sont vraiment très sensorielles. Et par exemple, là récemment, j'ai découvert le cinéma de Doris Wishman, pardon, qui est quand même une des figures de la sexploitation assez importante, mais qui a quand même un cinéma très fauché. Et moi, c'est vraiment ce cinéma-là que j'aime beaucoup, même là. Je découvre au fur et à mesure, par exemple, Fulci. Je pense que niveau matière, là, on est vraiment en plein dedans. Enfin, on est vraiment dans de l'organique. Mais moi, en tout cas, tout ce qui a trait à la matière, à la forme et à cet artisanat, alors que ce soit dans les costumes, dans la mise en scène, etc., ou même dans cette manière, en fait, de s'affranchir vraiment des normes, s'il y en a, des normes des genres, etc., et de vraiment être à la lisière en fait de plein de choses. Donc moi je pense vraiment que cet aspect artisanal et en tout cas organique ou plutôt sensoriel, moi c'est quelque chose qui me traverse en tout cas, et c'est vraiment ce que je cherche dans le cinéma. C'est vraiment quelque chose de palpable, dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais en tout cas moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui me reste encore aujourd'hui. Dans l'édito de la revue papier, la première, le numéro 1, Pauline Manet, à un moment, vous parlez d'invisibilité et vous dites que cette revue existe pour plein de raisons, mais il y a aussi le fait qu'il y a un moment, ça suffit. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisibilité, il y a des personnes qui sont de l'ordre de l'invisibilité, et ça n'est pas possible, donc il faut repartir depuis le début pour essayer de comprendre un peu tout ça. Moi, la question que j'aimerais vous poser, parce que ça me parle beaucoup, ça, cette idée d'invisibilité, parce que il y a aussi effectivement comment le cinéma a pu questionner la représentation de la femme, mais aussi des minorités. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse énormément. Et à partir de quand vous avez commencé à vous dire il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et surtout, est-ce qu'il y aurait un film comme ça où vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette manière de représenter la femme, ou dans la non-représentation d'ailleurs aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a eu pour vous une espèce de date ou de période où vous vous êtes dit il y a un truc qui va pas du tout? Pour reprendre les mots d'Amandine, c'est la non-image en fait, le manque d'image. Je pense qu'il y a plus chez moi parlé qu'une image où je me suis dit ah, on n'a pas cette image tout le temps. Et si je devais situer ça, parce que pour le coup, je pense que voilà, comme on le disait avec Amandine, on a été sensibilisés au cinéma très jeune, mais la prise de conscience, elle est hyper tardive. Pour moi, ça a été lors de mes études en cinéma. Même si avant, j'étais déjà, voilà,
consommait déjà tout ce qui était en dehors du film, c'est-à-dire les bonus par exemple, les revues, enfin voilà, tout ce qui peut nourrir comme ça une cinéphilie. Mais j'ai eu la chance d'avoir deux profs en fait de cinéma, une d'analyse du cinéma et une autre de documentaire, qui étaient deux femmes qui voilà, nous faisaient cours, enfin, il y avait une transmission de savoir à la fois voilà, typiquement historique de qui a fait tel film à quel moment, à quelle période, et il y avait à la fois une transmission aussi de femmes qui en fait, ça fait des années qu'elles transmettent à la fois à des classes qui ne sont pas paritaires et en même temps, voilà, qui avaient envie de transmettre autre chose des époques qu'on leur demandait de nous faire travailler. Et je pense que là, il y a eu une petite graine qui est venue s'implanter au moment même où s'est croisé pour moi toutes les questions féministes, où je commençais aussi à énormément lire en fait sur voilà, des essais féministes plus classiques en dehors du cinéma et qui en fait faisaient écho tout simplement avec le cinéma, mais de manière totalement, j'ai envie de dire, naturelle. Et là, c'est évidemment posé, bah, là on regarde nos cours et on se rend compte que moi, par exemple, on ne m'a pas parlé d'Alice Guy. Ce qui est quand même assez dingue, puisque j'ai eu des cours d'histoire de cinéma du premier film au dernier film sorti lorsque je faisais mes études. Donc on a vraiment voilà, une longue période où on aurait pu tout à fait m'apprendre, ou en tout cas me montrer des films réalisés par des femmes. Et évidemment, c'est là pour le coup de mon côté que j'ai commencé voilà, à les regarder, parce que ces professeurs tout bêtement, hein, mais au lieu de montrer un film réalisé par un homme de la même période, vous montrez un film réalisé par une femme. Donc on regarde ce film en cours, j'en regarde un deuxième à la maison, et puis en fait, cette femme m'amène à une autre. Bref, voilà, après, c'est un joli schéma qui se crée. Donc la prise de conscience, elle a été, j'ai envie de dire tardivement, même si c'est pas très juste de dire ça, mais tardivement dans la vie cinéphile que j'avais en fait. Et parce que je pense qu'il faut d'abord déjà regarder, parce qu'on a les premières années de notre cinéphilie où on regarde du film, on retient pas forcément qui a réalisé le film, qui l'a produit, et puis petit à petit on va s'intéresser au générique. Voilà, on a tous et toutes vécu ça en tant que cinéphile. Et puis quand on commence à regarder à la loupe, c'est là où on commence à voilà, j'ai envie de dire, démêler la petite pelote, et en fait, on retrouve des noms, on a envie d'en avoir d'autres, une en amène à une autre, et c'est ça aussi qui était important, rien que chez nous, chez Sorociné. Et moi, ce que je vais dire va compléter un peu ce que raconte Pauline, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que moi aussi, le déclic a été très tardif, et je pense qu'il s'est vraiment accompagné aussi de ma rencontre avec les questions féministes, parce que je viens pas forcément d'un milieu qui l'est. Donc en fait, c'est un peu comme Pauline, c'est vraiment s'éduquer soi-même et vraiment apprendre par soi-même aussi. Mais moi, en fait, déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai appris le cinéma en fait à travers du coup deux choses, donc les fameux forums Allociné dont je parlais tout à l'heure et les revues de cinéma. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant une grande partie de mon adolescence, en fait, tout ce qu'on me présentait, comme c'était ma porte d'entrée vers le cinéma, c'était que des réalisateurs, en fait. Donc c'était Fincher, c'était Scorsese, c'était Tarantino, enfin. Et même encore aujourd'hui, quand je regarde ma bibliothèque, il y a que, en fait, j'ai une grande partie de DVD que j'ai accumulé depuis que j'ai, on va dire 14-15 ans, et la majorité, ce sont des réalisateurs, parce qu'en fait, c'est les films vers lesquels je me tournais, et je me souviens encore très clairement à cette époque-là, où j'avais en fait l'impression que c'était vraiment le cinéma, alors je vais pas dire élitiste, mais un petit peu quand même, vers lequel il fallait aller, parce que c'était le cinéma qu'on nous présentait partout dans les revues, enfin même partout en fait, à la radio, à la télé, etc. C'était vraiment ce cinéma-là qu'on mettait en avant. Et en fait, au fur et à mesure, donc moi, le déclic, en fait, c'est vraiment fait à partir du moment, donc vraiment très tardivement, je dirais dans la vingtaine, quand j'ai rencontré en fait toutes ces questions féministes et que j'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement. Bah, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un problème de représentation. Et moi, je pense qu'il y a vraiment eu un film pour le coup qui a été un gros déclic en soi. C'était L'Amant double de François Ozon.
dans lequel, en fait, il y avait... Enfin, j'avais été très choquée à l'époque quand je l'avais vu, parce qu'il y avait... Alors, je ne l'ai pas revu depuis. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai un regard totalement différent parce que je crois que le film a quand même 5-6 ans. Mais il y a, par exemple, toute une question autour du viol, en fait, qui est présentée vraiment comme quelque chose de sensuel, érotique. Et je me souviens vraiment être sortie de la séance en me disant, mais c'est pas possible, en fait, de montrer ça aujourd'hui. Et c'est vraiment à partir de ça où j'ai commencé un peu à interroger ces représentations. Et de fil en aiguille, d'une chose, enfin, on ouvre à une autre. Donc la représentation, effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, la représentation des femmes au cinéma est assez... pour utiliser un terme assez usité aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce qu'en fait, il y a peu de femmes derrière la caméra. Donc en fait, ça ouvre un espèce d'engrenage dans lequel on va s'engouffrer au fur et à mesure. Donc moi, vraiment, je pense que le vrai déclic, ça a été ça. Et je crois qu'on était un petit peu avant MeToo. Et je pense que MeToo a aussi permis de remettre en avant ces questions-là. Et je pense que de toute façon, c'est un travail, et moi, en tout cas personnel, qui est au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit, ah, ça y est, maintenant, j'ai totalement déconstruit mon rapport au cinéma et au féminisme. Non, c'est un truc que je fais encore tous les jours et c'est ça qui est passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma est toujours aussi frileux? Je pense que vraiment MeToo a été un espèce de turning point un peu dans le cinéma et que ça a amené vraiment beaucoup de questions sur le devant de la scène, notamment des représentations, des violences sexuelles, etc. Et puis, je pense vraiment qu'il y a eu un espèce de déclic, alors, qui est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. On est quand même avec une industrie qui a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire avec ces questions-là et qui a bien compris qu'il fallait les exploiter. Je pense, par exemple, en fait, on a tout un dossier d'ailleurs dans le prochain numéro qui traite de ça, et notamment de comment Hollywood, en fait, s'est réapproprié MeToo. Parce que c'est vraiment quelque chose, ce qu'on appelle le feminism washing. En fait, c'est vraiment ce truc de on prend des thématiques féministes pour les traiter au cinéma, parce qu'en fait, on a bien conscience que il y a une nouvelle génération qui est plus sensibilisée à ces questions-là. Donc, forcément, c'est des clients et des clients supplémentaires. Mais du coup, je pense que il y a cet effet qui est un petit peu, je vais pas dire négatif, mais qui est quand même à prendre avec des grosses pincettes, parce que ça donne des films, par exemple, comme Scandale, qui avait été labellisé par toute la presse comme étant le grand film post-MeToo. Et quand on se penche sur la question, il y a quand même de très, 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 très gros problèmes, parce que le film, justement, en fait, se perd dans son propre dispositif qui traite vraiment les violences sexuelles comme une espèce de sujet à scandale. Enfin, c'est le titre du film, littéralement, mais du coup, il y a vraiment une espèce de... Il y a quelque chose d'un petit peu ambigu dans le traitement des violences sexuelles dans le film et qui pose problème, je trouve. Maintenant, je pense que aussi, il ne faut pas non plus exagérer et dire que tout est à jeter. Je pense qu'il y a vraiment eu un espèce de déclic. Il n'y a qu'à voir le nombre déjà de films qui traitent des violences sexuelles qu'on voit aujourd'hui. Et je pense à ça parce que on avait accueilli Charlène Favier pour son film Slalom. Donc, quand il était sorti, c'était l'année dernière, je crois, Et elle nous racontait qu'en fait, avant MeToo, son film était déjà écrit et personne n'en voulait. Et quand MeToo est arrivé, tout le monde lui dit, ah oui, venez, on va produire votre film. Donc, en fait, il y a vraiment une espèce de changement, en fait, de paradigme où on s'est intéressé à ces questions-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de les montrer. Maintenant, je pense que tout n'est pas parfait, qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Et quand on parle aujourd'hui d'ère post-MeToo, je pense qu'il faut peut-être pas trop s'emballer et qu'on est encore seulement au début, en fait, de tout ça et qu'on est vers une autre... je pense que la route est encore très longue, en fait. Mais je pense qu'elle est très longue parce qu'à mon avis, je pense que c'est aussi peut-être un problème générationnel. Peut-être que d'ici 10 ou 20 ans, il y aura d'autres générations qui vont arriver et qui, à un moment, diront aux anciens, c'est comme ça et c'est pas autrement. Juste une parenthèse, il y a un film comme ça que vous connaissez très bien, qui s'appelle Promising Young Woman. Bon. Moi, ce qui m'avait heurté à l'époque, et pardonnez-moi, je ne vais pas parler de questions de cinéma. Moi, personnellement, cinématographiquement, le film ne me sensibilise pas. Mais les critiques que j'entendais très souvent, et très souvent aussi sur YouTube, c'est qu'on reprochait à ce film le fait que tous les hommes pratiquement dans le film étaient inexistants dans le sens où ils étaient tous méchants. Et que donc, il y avait une espèce de vengeance. Et moi, ça me faisait bien rigoler cette idée-là parce que ces mêmes personnes oubliaient qu'ils étaient fans de certains films des années 80 qui s'appellent des revenge movies où les hommes... voilà. Comment vous pouvez expliquer cette amnésie, cette schizophrénie? Enfin, je prends ça en rigolant, mais c'est très troublant. Il y a quand même un problème. Il y a un truc qui ne va pas. C'était assez intéressant, justement, la réception du film
D'ailleurs, de le voir, enfin, moi je trouve ça toujours aussi hyper intéressant d'aller lire les critiques ou les avis publics américains, des films américains, et d'aller lire ceux des Français. En fait, vous parlez d'un truc hyper important, c'est la réception et puis les gens qui ont la parole, que ce soit sur YouTube ou dans les revues ou partout ailleurs, qui majoritairement sont des paroles masculines et qui vont du coup parler des œuvres comme celle d'Emerald Fennell de cette manière, en omettant en fait que ça reste une proposition, ça reste un film, et que ce film, Amandine parlait très bien de Scandale par exemple, qui a été estampillé féministe, et je pense que ça c'est aussi un truc hyper important à garder en tête, c'est que depuis MeToo, à peu près tous les films réalisés par des femmes où un personnage féminin va être mis en avant, on va lui mettre une étiquette féministe. C'est pas du tout quelque chose qu'on faisait avant. Or, le cinéma n'est pas devenu féministe en 2017. Il y avait des propositions cinématographiques qu'on peut qualifier entre guillemets de féministes parce qu'il va y avoir un personnage féminin plutôt intéressant, qui va avoir une trajectoire, qui va s'apparenter en fait à une émancipation ou quoi ou qu'est-ce, qui va pouvoir être qualifié en tout cas de féministe parce que ça va rejoindre en fait toutes les valeurs et tout ce qui est défendu dans ces mouvements. Donc ça, déjà, c'est une chose qui me semble être important à mettre en avant, c'est le fait que comme le film, effectivement, qui reste un revenge movie, les revenge movies, ça a quand même été beaucoup des films réalisés par des hommes, qui du coup s'appropriaient un traumatisme pour en faire un spectacle, tout simplement, et que dès l'instant où c'est une femme qui le fait, alors effectivement, avec tout à chacun de décider si c'est un film avec des qualités cinématographiques ou non, mais qui en tout cas reste une proposition qui effectivement n'est pas dans la nuance, n'est pas là pour faire plaisir ou pour balayer, voilà, pour dire ah non mais pas tous les hommes, ce fameux not all men qui est très répandu aux États-Unis. Pour reprendre les mots mêmes d'Emerald Fennell. Là, en fait, elle a fait un film bourrin, qui avait envie de montrer ça, qui avait envie de montrer une héroïne qui, voilà, qui n'a pas du tout ni de morale, ni l'envie, justement, de prendre le temps de dire que oui, mais cet homme en particulier. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est que si jamais c'est ce film, et je crois pas être malhonnête en disant ça, mais si le film avait été réalisé par un réalisateur qui d'habitude peut faire ce genre de film hyper violent, n'aurait pas reçu en fait cet accueil critique de la part de voix masculines qu'on entend déjà beaucoup. Parce que moi, la plupart des critiques que j'entendais, c'est que ça manque de nuance. Mais c'est un film qui demandait pas à avoir de la nuance. Enfin, moi, je trouvais ça limite drôle. Et j'en parle en trouvant aussi que le film n'a pas toutes les qualités du monde. Mais là, je pense que ce qui est hyper bien d'aborder, c'est la manière dont ces films-là sont reçus par un public. La cinéphilie, encore aujourd'hui, elle est masculine. Exactement. Et on pense le cinéma par le biais des hommes qui vont ensuite en parler entre eux. Et nous, on est mis, d'ailleurs, le Sorociné est né comme ça, hein. Et nous, on est mis sur le côté, ou alors il va falloir qu'on parle hyper fort, ou voilà. Donc en fait, c'est à la fois hyper intéressant et c'est dommage parce que du coup, après, on ne peut pas vraiment parler du film en lui-même parce qu'on est obligé d'abord de remettre sur les bases et de remettre à plat tout pour ensuite pouvoir parler du film en lui-même. Vous évoquiez, Pauline Mallet, le fait que si ce film avait été réalisé par un homme, et tout de suite, ça me renvoie à quelque chose dont on parlait un tout petit peu hors caméra, qui est le fameux personnage féminin, la femme badass. Et moi, je vous disais que j'avais toujours eu un souci avec ce terme-là, parce que pour moi, c'était c'était surtout avant tout pour moi un fantasme masculin. Quand Ridley Scott filme Sigourney Weaver dans Alien, c'est un personnage fascinant et l'actrice est magnifique, ça c'est pas un problème. Mais je veux dire, ça reste parfois une espèce de fantasme. La scène finale où elle est en petite culotte, il y a un truc qui va pas quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, jamais on verrait ça aujourd'hui. Il y a quand même une histoire de fantasme. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, de cette fameuse femme badass? Est-ce que finalement, il
il y a, comment dire, c'est plutôt de l'ordre du fantasme masculin ou alors non du tout, c'est quelque chose de très important ou de fondamental. Enfin, C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un peu beaucoup de choses en fait derrière ce terme de badass. Qu'est-ce que ça veut réellement dire une femme badass? Est-ce que c'est vraiment une femme combative? Est-ce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dessus. Donc effectivement, vous rappelez par exemple le personnage de Sigourney Weaver dans Alien, donc qui reste, je pense, un personnage badass parce qu'on s'en souvient vraiment pour comment dire, je vais dire sa combativité, mais voilà, ça reste un personnage qui est fort en soi, mais voilà, ce petit plan de culotte fait que ouais. la sexualise malgré elle. Mais après, moi, par exemple, un personnage badass qui me vient à l'esprit récemment, ce serait celui de Furiosa dans Mad Max Fury Road, parce que elle est traitée à égal en fait de Mad Max. Mais pour moi, en fait, c'est plus un terme. Enfin, j'ai aussi un peu de mal avec ce terme, mais pas forcément pour les mêmes raisons, parce que je trouve que c'est aussi un terme un peu marketing, vraiment de dire regardez, on vous vend des femmes badass. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de changement, encore une fois, parce que MeToo, je pense que ça a vraiment été un énorme bouleversement sur tous les plans. Et j'ai l'impression que maintenant, la femme badass, elle a pris d'autres traits. Alors déjà, elle est toujours blanche. Hein. C'est quand même rare d'avoir des femmes badass qui ne soient pas blanches. Euh, et puis j'ai l'impression maintenant que la femme badass, c'est celle qui va, voilà, un peu ce qu'on disait avec Promising Young Woman, c'est celle qui va, c'est plus forcément une menace, on va dire, extérieure, mais c'est par exemple, elle va s'élever contre les hommes. Je pense en fait, toujours à Scandale, parce qu'on a tellement fait autour de ce film, comme c'était le grand film MeToo, où en fait, la femme badass par excellence, c'était une blonde blanche qui n'avait pas peur d'ouvrir sa bouche. Donc, moi, je sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce terme de femme badass parce que je pense vraiment qu'il y a un truc un petit peu hypocrite derrière qui fait qu'on montre ça avec c'est la femme qui se bat, qui combat, mais est-ce que c'est vraiment un personnage développé derrière ou pas? Je suis pas forcément sûre et moi en tout cas, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Et pour ajouter ce que dit Amandine, j'ai l'impression aussi qu'il y a toujours une comparaison entre la femme qui est badass et celle qui ne l'est pas, et que celle qui l'est est valorisée, à contrario de celle qui ne l'est pas, donc qui n'a pas justement ces traits combatifs et qui va potentiellement vouloir juste être humaine et pas super-héroïne, et qui a une espèce de, pour montrer qu'elle est intéressante, et que son film vaut la peine d'être vu au même titre qu'un film mettant en scène un personnage masculin, il faut à tout prix qu'elle multiplie, en fait, qu'elle se transforme humainement pour être intéressante. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me marque, en fait, dans ce personnage de badass. Évidemment qu'il en faut. Néanmoins, finalement, on se rend compte qu'il n'y en a pas tellement, puisque on cite Sigourney Weaver dans Alien. Donc, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Et en plus de ça, effectivement, ça reste un fantasme masculin, même si juste pour la parenthèse, le plan dans Alien a été demandé par la production, ce qui veut aussi dire quelque chose de ces films. Le côté marketing dont parle Amandine, il est aussi là, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas juste laisser une femme avec des traits masculins. Elle a les cheveux courts, elle n'est pas maquillée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à dire dans ces personnages d'héroïnes badass. C'est l'hyper-masculinité qui va en même temps prouver qu'elle est hyper forte, mais il faut quand même qu'on lui montre des attraits dits féminins pour qu'elle puisse quand même émettre un petit côté émoustillant pour le spectateur, parce que là encore, le film est pensé pour une audience masculine. Donc ça, c'est... En fait, la figure badass, elle est hyper intéressante à analyser, mais sur tous les points de vue, que ce soit de la production du film jusqu'à sa réception, où effectivement, je connais finalement peu de cinéphiles ou slash critiques, slash tous les métiers cinématographiques, où des femmes sont réellement fascinées par des héroïnes badass. Il y en a finalement très peu, parce qu'elles finissent par ne plus du tout ressembler à une humaine. Là où quand on a des personnages masculins, ils sont multiples. Il n'y a pas soit t'es badass, soit t'es une femme faible. Soit t'es un homme, un super-héros, soit t'es un... Non, il y a des hommes lambda. Et je pense que ça tend aussi à changer
avec justement, comme on le disait tout à l'heure, des réalisatrices qui arrivent, des productrices, et qui peuvent montrer en fait des personnages féminins nuancés. Alors, je disais en début d'émission, j'indiquais deux dates, le 11 mai et le 13 mai. Le 13 mai, je crois que c'est le sixième, hein. C'est la sixième projection du Soro Ciné Club. Je rappelle, hein, c'est les filles du Dr March, réalisé par Greta Gerwig, qu'on avait vu déjà chez Noah Baumbach, si je me trompe pas. Et surtout, le 11 mai, il va y avoir le lancement de la revue papier, le numéro 2, et puis surtout l'enregistrement du podcast. Pourquoi je dis tout ça? Parce que maintenant, il faut qu'on parle aussi un peu de la revue. Et la revue, à un moment, quand on se lance dans ce genre de projet, c'est parce que je crois, il y a, petit 1, envie de lire ou d'entendre ou de voir des choses qu'on ne voit pas et qu'on aimerait voir, et petit 2, parce qu'on se dit souvent, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, donc nous, on va faire ça. Bon, la représentation, questionner la représentation de la femme et des minorités, ça, on en a parlé dès le début. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une revue cinéma et féministe. C'est important. Et féministe n'est pas un gros mot. Ça aussi, c'est important. Donc, revue cinéma et féministe. Et puis surtout, à la base, c'était un podcast. Ça date depuis le 27 mars 2018, où vous aviez questionné les personnages féminins dans les films de Steven Spielberg. Ce manque, c'était quoi exactement en plus de la représentation de la femme et des minorités? Et aujourd'hui, avec les participations dans les festivals, les ateliers, les ciné-clubs, est-ce que vous vous rendez compte qu'il fallait que vraiment c'était, important de la faire, cette revue? Bah, je pense très clairement, hein, je pense que, bon, déjà parce que personnellement, faire une revue, c'est quand même quelque chose qui me tenait aussi à cœur parce que malgré, parce qu'on a commencé à réfléchir à cette revue, on était en plein Covid, les cinémas étaient fermés, la presse papier allait très très mal et on s'est dit, bon, et si on faisait une revue papier? Donc, totalement absurde de lancer ce projet à ce moment-là. Et en fait, on l'a fait vraiment déjà parce que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je pense que les revues ont vraiment contribué à, construire en fait notre cinéphilie, notre rapport au cinéma et à ce qu'on est aujourd'hui. Et on s'est rendu compte en fait que dans cette presse papier-là, les réalisatrices étaient assez souvent absentes ou alors elles étaient cantonnées à une page, pas forcément une page, mais plutôt un numéro spécial. Comme on fait un numéro spécial sexe tous les étés, il y avait le numéro spécial femmes, qui sont des numéros qui sont très très bien en demeurant. Je pense par exemple à celui des Cahiers du cinéma qui avait fait tout un numéro sur les réalisatrices avec plein de réalisatrices du monde. Mais voilà, ça reste des numéros qui sont un petit peu, c'est pas un hors-série, mais c'est vraiment un numéro un peu particulier. On va faire un numéro dessus, puis hop, on passe à autre chose. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, et vous l'avez très bien rappelé au début, c'est qu'on parle de cinéma et effectivement qu'on a un angle féministe. Alors nous, on nous regarde toujours avec des grands yeux en disant « Oh là là du coup, c'est pas bien. Enfin, du coup, vous donnez... on a l'impression qu'on nous prend pour des donneuses de leçons et à vouloir faire la morale en fait et à choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui serait female gaze. Alors regard féminin, ça serait bien, regard masculin, ça serait poubelle. Enfin, c'est absolument pas les ambitions qu'on a derrière ce ciné. Non, nous en fait, on se définit comme féministe parce qu'en fait, à partir du moment où on met en avant des réalisatrices, mais pas que d'ailleurs, des techniciennes, qu'elles soient chef-op, machinistes, etc. C'est un acte qui est féministe en fait, parce qu'on valorise des personnes, des femmes, des minorités, qui sont, comme on le disait tout à l'heure, invisibles au cinéma. Donc c'est un acte politique par essence en fait. Donc je me suis peut-être un peu égarée depuis la question principale, mais en tout cas voilà, cette revue a donné lieu du coup à beaucoup de choses, donc notamment ce fameux Soro Ciné Club qui a permis en fait de décloisonner en fait la discussion, c'est-à-dire que le podcast au début on le faisait entre nous et la revue a permis aussi du coup d'élargir un peu l'audience et puis par exemple ces ateliers, ce Soro Ciné Club qu'on fait avec Soro Ciné. C'est une manière en fait d'aller discuter en fait de ces questions-là dans les cinémas avec une autre audience. Par exemple, on a accompagné un petit peu partout en France le film L'événement d'Audrey Diwan, qui a été absolument. Moi, j'ai fait une séance qui était à Agde dans le cinéma Le Travelling, et c'était une séance que j'ai trouvée extrêmement émouvante parce que les gens en fait parlaient vraiment de leur vécu, avaient un autre regard sur le film, et ça a donné lieu à des discussions qu'on n'a pas forcément
l'habitude d'entendre parce que c'était des questions qui étaient féministes en fait et qu'on parlait avortement, de représentation de la femme, etc. Et c'était extrêmement enrichissant. Donc je pense que vraiment il y avait ce besoin aussi de décloisonner et d'arrêter de garder cette parole entre nous parce que la critique ça reste quand même quelque chose, alors sans vouloir aller dans l'élite, ça reste quand même quelque chose qui est un petit peu fermé. Je veux dire, quand on lit une critique, on la lit en fait, on n'a pas un droit de réponse à ça. Et aller du coup dans les cinémas, faire des ateliers et aussi sensibiliser à ces questions-là, c'est une manière en fait de diffuser, enfin c'est un peu bizarre comme terme, c'est pas de la propagande, mais en tout cas d'amener ces discussions-là vers une autre audience et vers un autre public qui serait pas forcément sensible pour plein de raisons d'ailleurs à ces questions-là. D'amener, mais aussi peut-être de les aider à voir les films autrement aussi, à les lire autrement, à dire, vous savez, là, il y a quand même un truc qui va pas. Regardez comment c'est filmé et tout. Et j'imagine que très souvent, il doit y avoir des réactions, que ce soit d'hommes ou de femmes, qui sont assez surpris par effectivement cette nouvelle manière, cette nouvelle grille de lecture aussi, de dire, là, ça ne va pas du tout, il y a un problème. Et le film peut dire ça aussi. Est-ce que ça, vous l'aviez remarqué au gré de vos conversations dans les salles de cinéma, mais aussi par rapport au retour avec les podcasts ou alors avec la revue papier, le premier numéro en l'occurrence? Dès le départ, avec le podcast, on a eu des retours justement. Je me souviens que une prof nous avait écrit pour dire qu'elle avait passé un extrait en fait d'un épisode sur lequel on parlait des héroïnes Disney et de leur représentation. Et en fait, cette prof de collège avait passé un extrait parce qu'à ce moment-là, elle travaillait sur les comptes. Et en fait, elle nous avait écrit un très beau message hyper long en nous disant que ça lui permettait en fait d'avoir une parole un peu plus jeune qui était ramenée en fait à une audience encore plus jeune et qui lui permettait aussi de pouvoir avoir un support pour elle ensuite amener en fait autre chose. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que très souvent dans ces échanges, que ce soit au Sorociné Club ou ailleurs, c'est que généralement on laisse les gens parler et nous on est plus là pour en fait aiguiller la conversation. On dit rarement en fait que il y a un problème ou que là c'est bien et c'est ce que disait tout à l'heure Amandine, on n'est pas moralisatrice. On n'est pas là pour dire ce film est bien, ce film n'est pas bien, il faut regarder des films de réalisatrices, pas de réalisateurs. La conversation a quand même commencé, on a cité 2 réalisateurs, donc voilà, on n'est pas du tout là pour ça. Et d'ailleurs, je me souviens très bien aussi qu'on a eu beaucoup de retours dès le départ sur le fait que les gens se sentaient en confiance en fait pour nous dire que ouais, ils se rendaient compte qu'ils connaissaient peut-être qu'une réalisatrice. J'avais eu un message aussi sur Twitter d'une personne qui, ça m'avait fait sourire parce que moi non plus, à la base, je ne le savais pas, mais la personne m'avait dit ah, vous avez parlé de Point Break et c'est réalisé par une réalisatrice, je savais pas. Et moi, en fait, c'est vrai que j'avais découvert tardivement que c'était une réalisatrice. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui font écho et tout simplement parce on ne se positionne pas direct en disant bon bah voilà, on est la milice, ça faut regarder, ça il faut pas regarder, ça c'est problématique. Souvent en fait et je pense que c'est un terme qui est hyper important, c'est la conversation. On laisse les gens converser et au fur et à mesure finalement on le voit en séance du Sorociné Club parce que c'est là où on a une audience beaucoup plus âgée en fait que sur nos podcasts parce que ça reste un cinéma très indépendant dans Paris, donc on a une diversité aussi en termes d'âge dans le public qui fait que parfois on a des personnes qui viennent parce que le film voilà les intéresse, mais ils nous connaissent même pas, d'ailleurs ils connaissent même pas Sorociné et en fait ils sont complètement pas du tout au courant de ce qui est female gaze, du pourcentage de réalisatrices et tout, ils savent pas en fait, ils viennent voir un film et ensuite ils se laissent porter par la conversation et ça donne vraiment lieu. Et enfin, je trouve que c'est même le plus beau quand des personnes plus âgées nous disent ah bah moi en fait je pensais que depuis on avait un monsieur assez âgé qui nous disait ah bah moi en fait je pensais que depuis Thelma et Louise il y avait plein de films sur les lesbiennes et sur les femmes et en fait voilà c'est juste que
ces personnes-là, effectivement, Amandine le disait tout à l'heure, on décloisonne, on n'est plus dans notre petite bulle, parce que voilà, le podcast reste aussi une bulle. Là, on en sort, même si voilà, on essaie toujours dans les épisodes justement d'être les plus transparentes et les plus voilà, avenantes, dans le sens on laisse la possibilité aux gens de nous répondre. Néanmoins, on n'est pas en direct avec eux. Donc vraiment, le fait qu'on puisse discuter et aussi pas du tout nous braquer. Bon, évidemment, il n'y a rien de grave qui est dit, mais en tout cas qu'on puisse permettre en fait aux gens aussi de se remettre en question, parce que nous, on continue à le faire en fait. On ne s'est pas arrêté là en disant super, on est les papesses en fait de la critique cinéma et féministe. Il n'y a que nous et nous c'est bon, on a fait notre job. Non, pas du tout. On découvre encore des réalisatrices. On le découvre quand on fait nos revues, quand on fait nos épisodes de podcast. Voilà, on en découvre tout le temps. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi ça qui nous pousse à continuer aussi, c'est parce que nous, ça nous nourrit également, et qu'il y a cette envie de transmettre, il y a cette envie de conversation, il y a cette envie de discussion qui naît d'abord chez nous et qui nous donne envie de partager tout simplement avec les autres. Et si je peux me permettre juste de revenir un petit peu sur aussi les réactions du public, je pense qu'il y a aussi un truc à noter, c'est que la plupart du temps, c'est un public qui est féminin. C'est un public qui est âgé, mais c'est aussi un public féminin. Et j'ai l'impression en fait que le fait de diffuser des films de réalisatrices va attirer un public féminin. Par exemple, l'avant-dernier Soro Ciné Club qu'on avait fait, c'était une sélection de courts-métrages d'Alice Guy, donc quand même un programme assez rare au cinéma. Il y avait, je crois, une trentaine ou quarantaine de personnes. Il y avait un seul homme dans l'assemblée, qui avait peur d'ailleurs de rentrer dans la salle parce qu'il était persuadé que c'était Soro Ciné, qu'il n'avait pas sa place. Donc c'est assez marrant, enfin c'est assez marrant et un petit peu triste en même temps, parce qu'on a vraiment l'impression que le cinéma de femmes ne va pas attirer, sachant qu'en plus on parle des questions on peut aborder. Donc c'est vrai que les premiers ciné-clubs qu'on a fait, c'était avec autour de Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig. Donc on avait diffusé le documentaire et ensuite on avait diffusé le documentaire aussi de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi. Donc forcément il y a des thématiques féministes, mais par exemple récemment en début d'année on avait fait une séance J'étais à la maison mais d'Angela Chanlek. Les questions féministes ne sont pas spécialement intervenues dans la discussion, tout simplement parce qu'en fait, le but était de valoriser ici une réalisatrice, en l'occurrence une grande réalisatrice allemande de la nouvelle vague, qui est Angela Chanlek. Et il n'était pas question, en fait, forcément d'aller en tout cas, de forcer ces questions-là, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas dans le film, en fait. Donc, nous aussi, à travers ce ciné-club, c'est pas forcément... Alors, souvent, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre en avant des films qui ont des thématiques qui peuvent aussi apporter des discussions intéressantes, parce que généralement, c'est aussi ce qui est passionnant dans la salle, c'est de pouvoir avoir un échange vraiment construit autour de ces questions-là. Mais aussi, des fois, quand il y a des films qui nous plaisent et qui sont pas foncièrement féministes au sens où on l'entend, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des questions sociales, type l'avortement, le droit des femmes, etc., bah, en fait, on a aussi envie de les montrer à l'écran, enfin, de les montrer en salle, simplement parce que c'est des réalisatrices et qu'on a envie de les valoriser. Donc, voilà. Donc, après, des réactions, on n'en a pas... Enfin, je vais répéter après ce que vient de dire Pauline, donc je vais pas aller plus loin dans ma réflexion, mais c'est vrai que nous, on essaie vraiment d'avoir un regard, voilà, qui soit pas dans le jugement, ou pas forcément dans le jugement, mais on n'est vraiment pas là pour faire la morale, en fait. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous, on parle de cinéma, en fait. C'est tout. Voilà. C'est déjà bien quand même, hein. C'est déjà bien. C'est quand même une revue de cinéma. Mais d'ailleurs, comment s'est constituée l'équipe rédactionnelle? Est-ce qu'il y a aussi cette fameuse politique éditoriale que toute revue, on essaie de dénicher? Et puis surtout, comment vous faites sur quoi vous vous basez pour choisir les sujets pour le podcast audio et puis aussi pour la revue? Comment se crée tout cela? Comment se crée votre quotidien? Pour le podcast, dès le départ, vous avez cité par exemple le premier épisode, donc était les héroïnes. Alors, on n'a pas fait toute la filmographie de Steven Spielberg. Ce serait chouette d'ailleurs de faire une petite mise à jour. Mais en fait, souvent on essaie de coller
à la fois l'actualité avec une thématique qui peut soulever enfin parler des films en salle ou en tout cas des choses dont on parle actuellement, même si, comme l'a dit tout à l'heure Amandine, on a eu des épisodes avec des réalisatrices, bon, souvent c'est quand elles sortaient un film, on a eu aussi des techniciennes, voilà. Depuis le premier épisode, évidemment, on a été sur d'autres terrains, mais en tout cas, c'est un peu comme ça. Pour le premier numéro, ça a été un appel à sujet. On savait qu'on avait envie de faire un premier numéro un peu symbolique avec une thématique qui s'appelle Première, qui regroupait à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de l'édito, ces premières, ces pionnières, et puis en même temps montrer aussi que les premières fois sont encore en fait actuelles. On a encore des premières réalisatrices nommées, on a encore des premières récompenses, la première réalisatrice, la première technicienne, bref, on en a encore beaucoup. Donc c'était aussi pour faire un écho au fait que voilà, il y a eu l'histoire, mais en fait l'histoire elle se construit toujours. Et en fait pour le premier numéro, on a fait un appel à sujet parce que toujours dans cette idée, pour reprendre le terme qu'Amandine a employé, de décloisonner. À la base, le podcast, quand il a été créé, j'ai demandé à des amis que je connaissais déjà, qui parlaient de cinéma, qui sont encore là actuellement, qui sont Laura et Manon, si elles avaient envie de venir chez moi enregistrer. Et puis après, on a gardé ce noyau-là, mais évidemment, on avait aussi envie que d'autres puissent s'exprimer, que d'autres puissent s'emparer aussi de ces sujets-là, parce que l'idée, c'est pas qu'on les garde pour nous, c'est vraiment qu'il y en ait d'autres qui s'en inspirent, qui ont envie d'en parler, pour tout simplement que les réalisatrices, les techniciennes, etc. deviennent en fait sujets autant que les hommes, et que ce ne soit plus, comme le disait tout à l'heure Amandine, des numéros spéciaux. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le premier numéro s'est fait. Pour les sujets, les personnes nous ont proposé des sujets où on en avait déjà. On avait notamment déjà réfléchi par exemple aux catégories, donc une catégorie matrimoine, une catégorie sur le plateau qui reviendrait aussi mettre un petit peu en avant justement ces techniciennes, qu'elles soient costumières, chefs opératrices, etc. Donc il y avait déjà j'ai envie de dire, des grandes lignes, et puis les personnes qui ont proposé les sujets sont venues les compléter. Et puis pour le numéro 2, je laisse Amandine compléter. Oui, alors le numéro 2 est un petit peu différent. C'est vrai que le premier numéro, quand on l'a fait, il y avait vraiment cette envie en fait d'aller un petit peu chercher d'autres rédacteurs et rédactrices, alors majoritairement rédactrices, hein, l'appel à sujet était mixte pour le coup, et je crois qu'on a eu 2 candidatures masculines ou 3 candidatures masculines, et tout le reste c'était des candidatures féminines, parce que forcément, encore une fois, les questions féministes, ça fait peur. Mais du coup, ce premier numéro, vraiment, l'ambition, c'était vraiment l'ambition. En tout cas, une des choses qui s'est imposée assez rapidement, c'était qu'il y ait plusieurs horizons, et qu'il n'y ait pas forcément des gens qui soient professionnels. Moi, personnellement, je ne suis pas professionnelle. Bon, maintenant, je pense que les choses vont un petit peu changer, mais en tout cas, moi, je ne viens pas de ce milieu-là de base. Donc, c'est aussi laisser une chance un petit peu à tout le monde. Alors, les sujets, évidemment, Pauline en a parlé. Et pour le deuxième, en fait, la thématique, ça a posé assez rapidement. Tout simplement, déjà, parce qu'on avait très envie de parler de cinéma américain. Déjà, les deux images marquantes, c'est du cinéma américain. Hein, c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission. Puis le cinéma américain, c'est très vaste. Et en fait, on s'est posé la question de par quel bout commencer, par quoi on commence. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on part depuis le début ou est-ce qu'on part depuis la fin? Et on s'est dit qu'en fait, ça pouvait être intéressant, notamment parce que les questions que nous, on traite, donc de MeToo, etc., en fait, c'est arrivé dans la dernière décennie. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment partis sur 2010-2020, parce qu'il y a vraiment eu, je pense, énormément de chamboulements, qu'on est encore un petit peu en plein dedans, mais en même temps, on a déjà un petit recul nécessaire pour analyser ces questions-là, notamment de MeToo, mais aussi, je pense qu'il y a eu le Covid, qui a quand même chamboulé beaucoup de choses. Il y a eu l'émergence des plateformes de streaming, puis il y a eu des réalisatrices qui sont emparées aussi. Forcément, il y a eu de plus en plus de réalisatrices. On a eu par exemple Patty Jenkins qui a fait le premier gros blockbuster de super-héros, donc qui était Wonder Woman. Donc voilà, il y a quand même eu des changements en fait qui sont opérés dans ce cinéma-là.
Et c'était ces changements-là qu'on avait vraiment envie d'interroger et quel était l'état en fait du cinéma américain à ce moment-là, dans cette période vraiment très serrée et en même temps très dense du cinéma, enfin de la dernière décennie passée. Donc là, pour le coup, on a une équipe qui est un petit peu plus réduite, tout simplement parce que faire une revue avec 30 intervenants et intervenantes, c'est quand même énorme. Donc voilà, on a voulu favoriser une équipe qui est un petit peu plus réduite, qui est toujours aussi diverse. Donc c'est quasiment, enfin il y a beaucoup de noms du premier numéro qui sont restés, il y a quelques autres noms qui sont rajoutés, mais voilà, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus resserré, mais qui permet en fait vraiment d'aborder des thématiques, enfin en tout cas d'avoir des articles et des dossiers et des interviews qui soient qui aillent plus en profondeur en fait, surtout sur des sujets qui sont assez denses, je pense. Aujourd'hui, au bout de maintenant de 4 ans, 4-5 ans, enfin plutôt 4 ans, comment est perçu, quand je dis Sorociné, j'inclus enfin le podcast audio et la revue, hein, donc c'est un tout. Comment c'est reçu ça, que cela soit dans le milieu de la profession, mais aussi sur le grand public, comment c'est reçu? C'est toujours un peu difficile d'avoir le recul sur nous-mêmes parce que forcément, nous, on a la tête dedans tous les jours. Mais déjà, je pense qu'il y a quand même vraiment un changement qui s'est opéré avec la revue, c'est qu'on est vraiment passé un peu dans la cour des grands. Ça, je pense que très clairement, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on s'est mis aux côtés d'autres revues. Donc nous, on est ce qu'on appelle un MOOC. Donc un MOOC, c'est vraiment ça permet en fait vraiment de traiter à travers une thématique des dossiers plus en profondeur. Donc, et nous, on a un MOOC du coup de 180 pages et on rejoint d'autres revues qui sont nées assez récemment. Par exemple, je pense à Revue à corriger, à Frenchmania. Voilà, on sent qu'il y a des revues de cinéma qui naissent sous le même, sous la même économie que nous, en fait, et qui sont aussi des revues indépendantes, et ça, c'est très important de le dire. Maintenant, la réception, c'est vrai que forcément, on est aussi un petit peu plus visible parce que on est partenaire, par exemple, là, prochainement, on va être partenaire du prix de la jeune technicienne à Cannes, donc c'est un prix qui est remis par la CST. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui permet de nous mettre aussi, qui nous rend plus visibles. Et puis voilà, on intervient forcément dans le je vais y arriver, dans le ciné-club et puis travers un petit peu la France, c'est ce qu'on a fait avec plusieurs séances, que c'était Delphine et Carole, Insoumise ou l'événement. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu difficile d'avoir un recul sur nous-mêmes, mais je pense que en termes de perception, c'est vrai que nous, on est arrivé vraiment après, en plein MeToo, j'allais dire après, mais en fait, on est arrivé en plein MeToo. Donc, en fait, on est arrivé vraiment quand ces questions-là sont amenées. Donc, je vais pas dire qu'on était novatrices en avance sur notre temps, mais en tout cas, on est arrivé, je pense, au bon moment. Ce qui fait que je pense que Sorociné, voilà, c'est devenu, pas dire un truc de référence, mais je pense qu'on est quand même maintenant assez identifié dans notre travail par rapport à ces questions-là, en tout cas, si ça répond à la question. Le 11 mai, donc, à 19h30, La Machine du Moulin Rouge, soirée de lancement du deuxième numéro, en tout cas, de cette revue, la revue papier, j'entends bien. Et puis ensuite, sera précédé par l'enregistrement en public du podcast autour du film American Honey. Et 2 jours plus tard, le 13 mai, au Saint-André-des-Arts, bon, tout ça, c'est à Paris. Il y a le Sorociné Club, 6e épisode, 6e partie, avec la projection des filles du Dr March de Greta Gerwig. Toutes les informations sont dans le descriptif, c'est-à-dire les plateformes pour le podcast audio. Il y a le site aussi de Sorociné. Bon, voilà, tout se trouve dans le descriptif. Merci beaucoup, en tout cas, Pauline Mallet et Amandine Dalomo, d'avoir consacré 1 heure de votre temps pour parler un petit peu de tout ça. C'était vraiment, en tout cas, un plaisir. Et là, pour le coup, vous n'avez plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire, il faut continuer, hein. Faut continuer. Hein. Donc, mais vraiment, j'invite celles et ceux qui nous ont regardés de découvrir ou de redécouvrir enfin le travail que fait toute cette équipe et ce qui est vraiment très important. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous écouter en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est un vrai plaisir. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.